Bonjour, bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag, une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, on se met en mode action-éducation et on s'intéresse à l'inclusion en entreprise. De quoi parle-t-on? Mathilde Vessel se sort sa loupe dans un instant. Cette inclusion passe-t-elle par l'école? Si oui, avec quelle approche? Certaines écoles de commerce, vous allez le voir, eh bien, on franchit le pas. On en parle avec nos deux invités dans un instant. Enfin, peut-on parler d'entrepreneuriat au féminin? Les femmes et les hommes ne rencontrent-ils pas au final les mêmes problématiques? Y a-t-il de plus en plus de femmes qui se lancent dans l'aventure? On a décidé d'en parler avec Sophie Buerchemin. Bonjour Sophie. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes venue avec plein de choses aujourd'hui pour nous, on est ravis. Hein. Ah, je ne sais pas si vous pouvez voir sur ce plan, mais sur le bureau, il y a une petite BD, il y a un petit jeu pour sensibiliser notamment sur l'entrepreneuriat au féminin. Vous êtes professeur associé en management de projet, responsable des associations étudiantes et responsable académique. Ouais, c'est un peu technique là. PGE. Du programme Grande École première année. Je crois que c'est mieux parce que ce que j'avais c'était un petit peu trop technique. Je conçois. Maroua Kadri, bonjour. Bonjour. Étudiante à Grenoble, école de management. Et vous êtes en troisième année du programme? Grande École. C'est parfait. Quelle osmose entre nous? Vous avez présenté Mathilde ou pas? Mathilde Vessel? Non, toujours pas. Ah bah c'est parti la loupe. Mais tout le monde la connaît, Mathilde. Comment ça va? Ça va super. Ça va super. On parle d'inclusion. Ça, vous savez que c'est un sujet que j'adore, un sujet qui me tient à cœur. On parle d'inclusion dans les entreprises. Ça consiste en quoi? Alors, une entreprise qui favorise l'inclusion est une entreprise qui va se prémunir donc contre les discriminations liées au handicap, à l'âge, au sexe, à l'origine sociale ou à la culture, mais aussi à l'orientation sexuelle, etc. C'est sous l'impulsion des pouvoirs publics que se sont développées ces politiques d'inclusion, justement. Est-ce que tu as des exemples de lois qui favorisent l'inclusion dans les entreprises? Tout à fait, celle de 2018 qui a réformé l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés pour imposer à toute entreprise de plus de 20 salariés d'employer 6% de personnes en situation de handicap sous peine de sanctions, évidemment. Il y a aussi la loi de 2020 relative au renforcement de l'inclusion par l'emploi, par l'activité économique, a créé le CDI d'inclusion destiné aux seniors de 57 ans et plus en situation de chômage longue durée ou qui rencontrent en tout cas des difficultés sociales ou professionnelles. Il n'y a pas un jour, Mathilde, on n'entend pas parler d'inclusion. Concrètement, on en est où? Alors, il y a eu une enquête sortie cette année. Il y a pas mal d'enquêtes, mais j'en ai trouvé une ou deux, menées par Workday, notamment donc, sur la diversité, l'équité et l'inclusion sur le lieu de travail, et ce, dans 23 pays. Donc, c'est quand même assez large. Et bonne nouvelle, ces notions gagnent du terrain en France. C'est ce qui nous intéresse. 71% des entreprises françaises déclarent avoir un budget dédié. 25% anticipent une hausse de cette enveloppe en 2023. Les dirigeants français interrogés considèrent que la diversité apporte évidemment des avantages communicationnels, mais aussi stratégiques et opérationnels. Et ce n'est pas un fantasme, puisque c'est vrai que dans le réel, les équipes diversifiées avec un fort sentiment d'appartenance sont plus engagées évidemment dans le travail et sont beaucoup plus motivées à travailler, en tout cas pour une entreprise qui est engagée. Mais seuls 54% des entreprises françaises mettent l'accent sur la diversité. Ça reste quand même un peu faible, même si les entreprises ont pris conscience de cet enjeu majeur. Elles ne sont pas nombreuses à développer une stratégie en matière de diversité et d'équité. Seulement 20% déclarent qu'une approche stratégique dans ce domaine est une priorité. 20%, c'est quand même pas grand-chose. 1 sur 5. Et 39% n'ont pris aucune mesure pour en créer une. On en parle dans un instant. En tout cas, c'est pour pallier ce manque qu'une école à Grenoble a mis en place un programme de formation et un certificat Gender Equality. Oui, on va en parler dans un instant. Alors, il s'agit du Grenoble École de Management qui compte près de 1500 étudiants en alternance éligibles au CFA. Alors, l'éligibilité au CFA, implique le respect de 14 obligations. Parmi elles, la sensibilisation à la lutte contre les violences sexistes et sexuelles en entreprise ou encore l'égalité femmes-hommes. Ces actions et ces formations sont hébergées par la Scherfer qui a pour mission d'accompagner les accompagnateurs des femmes dans l'économie notamment. Merci beaucoup Mathilde. Les invités. L'expression orale avec Maroua Kadri, qui est étudiante à Grenoble en troisième année, école de management, le GEM donc, et Sophie Buerchemin, qui est professeure associée en management de projet, responsable des associations, c'est dur à dire toujours, associations, il faut le dire moins vite, des associations étudiantes et responsables académiques. C'est quoi la Scherfer ? La Scherfer, c'est donc une chaire qui s'appelle Femmes et Renouveau économique. C'est une... donc faire pour femmes et renouveau économique. Exactement, c'est l'acronyme. Et puis ça faisait le jeu de mots qui est pas toujours, qui est assez sympa.
on s'est construit autour de l'idée que il y a des économies de rupture aujourd'hui, c'est-à-dire que on fonctionne plus tout à fait de la même manière que dans le passé, donc on va miser sur l'innovation, etc. On va accompagner effectivement les femmes qui créent leurs entreprises et spécifiquement pour cette économie de rupture, ces femmes-là, elles sont souvent dans les quartiers politiques de la ville. Et donc, elles ont des problématiques et des éléments un peu particuliers. Pour ça, on a développé des formations et des ressources, dont le jeu dont vous parliez tout à l'heure. Ouais. Et puis, moi, ça me plaît. On montre un jeu, moi, je vois les cartes partout et tout ça. Des couleurs. J'ai envie de jouer tout de suite. Oui, c'est un peu pour ça. Et puis, on a développé aussi des formations parce que, y compris nos étudiants, ont besoin d'être accompagnés sur ces sujets. Ils nous le font fortement remonter, par exemple, quand ils vont en entreprise, en stage ou en césure. Ils peuvent faire un arrêt de leur scolarité pendant 1 an pour aller en entreprise. Quand ils reviennent, ils nous disent assez fortement dans l'entreprise, il y a des choses à faire, mais certainement que ces choses-là, elles doivent démarrer dès l'école. Alors, nous, on est post-bac, mais peut-être même avant, quoi. Oui, bien avant, à mon avis. On a déjà fait des émissions là-dessus, effectivement, où dès l'école, il faudrait qu'on prenne ce problème à bras-le-corps. Il y a un véritable manque, Marois ? Un véritable manque à l'école de management. En entreprise, tout du moins. En entreprise, c'est vrai que lorsqu'on arrive en stage pour effectuer notre première expérience professionnelle, on est un petit peu désemparé. On arrive dans un monde nouveau, c'est la réalité du travail. C'est pas le monde du travail tel qu'on l'a appris en fait de manière théorique. Et il y a certaines situations où effectivement on se retrouve face à certains mécanismes. T'as quoi en tête ? Tu penses à une situation en particulier ? Par exemple, le fait que dans certaines entreprises, on ne rencontre pas assez d'employés femmes. D'accord. On est entouré exclusivement d'hommes, alors que ce sont des métiers qui peuvent être très bien être faits par des femmes, mais qui ne sont pas assez mis en avant ou recrutés, parce qu'on va préférer mettre en avant des hommes qui vont être là plus souvent, donc qui ont d'apparence plus de compétences. C'est vrai que on est un peu désemparés. Et la certification Gender Equality, elle nous a en fait permis à faire face et à apprendre de nouvelles notions, de nouveaux mécanismes pour qu'on puisse évoluer en fait plus tard dans nos... Donc des outils, quoi. Des outils très concrets et efficaces, j'imagine, pour essayer de gérer au mieux ces situations. Vous avez mis combien de temps, justement, avant de créer cette certification et quelle est l'approche, au final ? Alors, on a mis à peu près 1 an, on va dire, pour vraiment déterminer les thématiques à aborder. Après, on s'est vraiment calé sur la réalité des choses. C'est-à-dire, comme le disait Marois, on arrive en entreprise, on observe un certain nombre de choses. Et du coup, on va décrypter ce qui se passe. On va se décrypter d'abord la société, parce que la société, elle imprègne le monde de l'entreprise. C'est pas hermétique, tout ça. Donc, il y a des thématiques qu'on va explorer autour de société, de sujets sociétaux autour de l'égalité femmes-hommes, etc. Oui. Après, on va faire un zoom sur l'entreprise parce qu'on va se rendre compte que l'entreprise en elle-même peut porter des structures, des façons de s'organiser qui sont sexistes ou génèrent des discriminations par essence. Ensuite, on va zoomer sur l'équipe projet, par exemple, ou l'équipe quand on travaille ensemble. Là aussi, on peut se dire il y a des bonnes idées qui seraient la parité complète. Et en fait, on s'est aperçu avec les travaux de la chaire que ce n'est pas forcément toujours une bonne idée, la parité complète. Après, au niveau de l'individu, parce qu'il y a des individus en eux-mêmes qui ont des mécanismes de discrimination ou de sexisme. Donc voilà, c'est déjà comprendre l'environnement. Ensuite, essayer de réparer aussi possible que ce soit. C'est pas toujours possible de réparer à 100%, mais il y a la loi. Mais surtout, j'imagine qu'il faut du temps, quoi. Ouais. Exactement. Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a la loi qui oblige, et puis qui réprimande un certain nombre de comportements. Ouais. Mais le manager peut aussi porter justement un certain nombre d'outils et de techniques pour faire en sorte que l'environnement soit beaucoup plus favorable. Et puis ensuite, on va faire en sorte que tout ça participe justement à la mise en place un peu proactive d'une organisation beaucoup plus inclusive, beaucoup plus responsable, en tout cas, du bien-être des salariés. Depuis janvier 2019, j'ai lu que dans le cadre justement de la chaire, les chercheurs de Grenoble École de Management posaient chaque mois des questions, 5 questions à un panel de femmes entrepreneurs, c'est toujours le cas ? Oui.
Dans quel but ? Le but, c'est d'essayer de voir les évolutions, de mesurer si nos actions ont des répondants. Et c'est une sorte oui, de c'est retour de important. terrain, quoi, des rétextes, effectivement. Et ça, vous en bénéficiez directement dans votre cursus en troisième année de ces retours d'expérience. Est-ce qu'il y a des femmes, effectivement, issues ou non de l'école de Grenoble, qui viennent aujourd'hui témoigner et dire comment elles naviguent Alors, on a beaucoup dans leur milieu ? d'interventions. Ouais. Ça, c'est effectivement le cas, notamment dans le cadre de la certification. Après, au sein même de Grenoble École de Management, les professeurs n'hésitent pas à nous mettre en contact, notamment avec des femmes qui ont monté leur entreprise, qui travaillent, des femmes au parcours un peu particulier, oui. En quoi elle est singulière, cette certification en Gender Equality ? Elle est singulière d'abord parce que à la fin. C'est une première en France pour vous ? Alors, à notre connaissance, en tout cas, oui, c'est une première en France de généraliser ce type de certificat à l'ensemble des étudiants qui ont à voir avec le monde de l'entreprise, donc les étudiants en alternance. Et on l'a vu cette année, ça a été beaucoup des étudiants comme ça qui sont à la fois un pied en entreprise et un pied à l'école, qui étaient très impliqués dans ce certificat. Marois, juste tout à l'heure, me disait que les sessions terminaient assez tard de ce certificat parce que, voilà, on discutait beaucoup. Il y a beaucoup de débats, j'imagine. Mais eux, ils discutaient encore plus. Toujours. Après, alors qu'on finissait vers 21h ou quelque chose comme ça, après, ils discutaient encore entre eux. Et ça, c'était, pour moi, vraiment, c'est la meilleure. C'est la victoire, bien sûr, c'est la récompense. Oui, tout à fait. Tu confirmes ? Je confirme, oui. C'est vrai qu'on discutait beaucoup entre nous, mais pas qu'après le cours. C'était vraiment dans la journée, dans la soirée. On trouvait une enquête, on trouvait un article, on se l'envoyait directement. C'est stimulant, c'est magnifique. Entre les élèves, et on continuait d'en discuter. Et si on en parlait également lors du certificat, et qu'est-ce qu'on peut en tirer avec les outils qu'on a appris, comment on pourrait agir face à ça. Ça nous a fait beaucoup parler, oui, et on s'est très investi. Est-ce qu'il y a des hommes dans ces discussions ? Oui. Ouais ? Oui. Que disent-ils ? Est-ce qu'ils sont surpris ? Parce que c'est aussi une toute nouvelle génération. Bon, moi, je suis un petit peu plus âgé que toi. Effectivement, mais j'ai quand même le sentiment que les mentalités, en tout cas j'espère, ont évolué sur ce sujet et que les hommes sont beaucoup plus ouverts. Ah oui, ça c'est clair. Oui. Ouais. Ce qui donne aussi peut-être un petit peu d'espoir, Mathilde. Oui, mais il y a eu beaucoup d'avancées. Moi, je vois les dernières années, déjà, on en parle plus, tant mieux, merci. Déjà, c'est un sujet. Voilà, alors qu'avant, même, circuler, il n'y a rien à voir. Même autour de moi, quand je parle aussi un peu autour, c'est vrai que je vois, même en télé, dans les médias, il y a aussi de plus en plus de femmes partout. Je suis avec un policier, dans la police, il y a énormément de femmes. Toi, dans la justice, il y a beaucoup de femmes. Non, mais c'est vrai, il faut le dire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'avancées aujourd'hui. Maintenant, voilà, ma question, c'est quel est le combat concret, réel, pour avoir une égalité quasi parfaite. Alors, on parle beaucoup des salaires, de ce fameux pourcentage de différence entre salaires à travail égal entre les femmes et les hommes. Est-ce que c'est encore une réalité aujourd'hui ? On n'arrive pas tellement à le savoir, en tout cas sur certains métiers. Quel est concrètement le combat principal aujourd'hui pour atteindre la parfaite égalité, en tout cas entre les femmes et les hommes ? Alors oui, il y a la question du salaire, forcément. Il y a aussi les conditions de travail, par exemple, parce qu'il y a souvent l'arbre qui cache la forêt. On va parler des femmes cadres ou responsables d'entreprise ou responsables de services, mais il y a toutes les autres femmes derrière. Et c'est pour elles aussi qu'on voudrait encore plus se battre par rapport à ces inégalités. Et quand vous questionniez tout à l'heure comment est-ce qu'on peut inclure justement les hommes là-dedans, on a une séance dans le certificat qui est sur la masculinité. Repenser la masculinité. D'accord. Et c'était une séance, je sais, qui était très attendue par les étudiantes et les étudiants. La masculinité, pardon de vous couper, en entreprise notamment, c'est ça ? Par exemple, les schémas qui sont reproduits, j'imagine, dans les entreprises. Exactement. Penser sa masculinité, très concrètement, on le sait, en entreprise, quand on veut avoir une augmentation, c'est plus compliqué pour une femme. Et comment est-ce que un homme peut se repositionner par rapport à ça ? Parce que souvent des recruteurs hommes en face. Pourquoi c'est plus compliqué pour une femme ? Qu'on l'explique effectivement aux téléspectateurs. Oui, c'est vrai que la femme, et on le redira peut-être tout à l'heure quand on parlera d'entrepreneuriat féminin, mais la femme veut d'abord prouver et après réclamera, éventuellement. Alors que chez l'homme, c'est pas forcément le cas. Que moi j'ai cette position-là, c'est ce salaire-là, et voilà, on n'en discute pas trop. Mais c'est dû au schéma
qui est mis en place par l'entrepreneur, par le chef d'entreprise, ou c'est aussi dû à des croyances limitantes de la part de certaines femmes, et certains hommes d'ailleurs? Oui, c'est assez ancré en fait. Hein. Ouais. C'est quelque chose. C'est un peu des deux côtés. Oui, c'est un peu des deux côtés. Ouais, D'accord. Oui, tout à fait. Les femmes doivent travailler aussi sur leur positionnement et le fait de pouvoir se sentir légitime. Je sens qu'il y a eu des débats là-dessus. Marois. Il y a eu beaucoup de débats. Beaucoup de débats. Et qu'est-ce qui s'est dit au final? Est-ce que vous êtes mis d'accord sur une certaine ligne, du coup, ou comment on préfère avancer un peu plus les choses, ou les accélérer? Alors, ce qu'on a remarqué, en tout cas dans notre groupe, c'est qu'effectivement, on a l'impression, en tant que femme, de faire 2 fois plus d'efforts, en fait. Et notamment, lorsqu'on vient d'un milieu social différent, classe sociale, d'une ethnie différente, on a l'impression de faire triple d'efforts pour pouvoir, comme disait Sophie, demander une promotion ou essayer de bien se faire voir ou s'imposer, en fait, tout simplement. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a remarqué. Quelque chose pour le déconstruire, c'est un peu plus compliqué. On n'a pas trouvé véritablement de solution. Mais ce qui est bien, c'est que mes collègues masculins, en tout cas, ont pris en compte ce fait-là et se sont rendus compte, en fait, ils étaient assez surpris. Ils avaient l'air très surpris d'apprendre de cela. Ouais. Et ils se sont rendus compte que eux, s'ils étaient managers ou s'ils entraient dans une équipe, ils n'hésiteraient pas à faire attention à cela et à aider en fait, les femmes dans leur direction. C'est l'heure que j'attendais avec impatience. Comment fonctionne ce jeu? Est-ce qu'il a un nom? Comment on joue? Alors je vous dis tout, hein. Il y a plein de petites cartes sur la table, effectivement, et j'ai l'impression qu'on peut piocher et que ça doit justement déclencher quelques débats enflammés. Non? Je me trompe? Alors, c'est un jeu qu'on a développé, co-développé, donc la chaire Faire avec le réseau Entreprendre, donc, qui est un réseau de femmes entrepreneurs, hein, qui soutient un incubateur, en fait, hein, ce qu'on appelle, qui soutient des femmes qui entreprennent. Combien de projets incubés? Je fais une petite aparté depuis 2016, c'est ça? Vous avez incubé combien de projets? Je crois une cinquantaine. Une cinquantaine. Ouais. C'est une petite question piège comme ça. Mais oui, je vois. En fait, non, mais bon, c'est histoire de dire que c'est très dynamique, effectivement, et que vous êtes très au fait de toutes ces entrepreneuses. Je vous en prie. Oui, parce que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est justement l'environnement de l'entrepreneuriat féminin. C'est qu'aujourd'hui, tiens, voilà, à mon tour, une petite question, un petit chiffre comme ça, Marois, vous n'avez pas le droit de répondre. Combien il y a de pourcentage de femmes entrepreneurs en France? 36%. Entre 28 et 36, ça dépend. 27, selon Infogreffe 2022, donc c'est vraiment un chiffre là officiel, là, c'est déposé. Hein. Il y en a 27%. Sur la population, on peut quand même se questionner. C'est quand même à peu près 50-50 en termes de femmes et d'hommes en population française. Donc on peut se dire, c'est super bien. Et on peut se dire, c'est quand même pas top. Il y a beaucoup de freelancers, beaucoup d'auto-entrepreneuses. Exactement. Et c'est là où après on creuse. Et dans ces 27%, il y a 70% de femmes qui ont des entreprises unipersonnelles, donc où elles sont toutes seules. Donc elles gèrent tout, en fait. Et dans ces 70% de femmes qui ont des entreprises unipersonnelles, elles ont 70% de femmes à avoir moins de 1 500 € de revenus par mois. Quand elles peuvent se verser un revenu. Hein. Ouais. Exactement. Et quand vous enlevez les charges, etc., ça fait à peine 800 € par mois à réinvestir pour pouvoir juste vivre, quoi. Donc ça fait pas beaucoup. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, par contre, c'est que la femme, et là encore c'est une spécificité féminine, elle a tendance à surinvestir sur l'environnement dans lequel elle va entreprendre. Donc, mettons, elle est dans le service à la personne, elle va lire toutes les publications, elle va faire en sorte de bien comprendre le métier, très très forte. Et elle va délaisser, par contre, beaucoup de choses autour. Et c'est là où le jeu rentre en ligne de compte. On va lui dire, oui, mais tu sais, à un moment donné, il faut du chiffre d'affaires. Hein, le CA, c'est bien. Il faut faire tourner la boîte. Pour pouvoir s'organiser correctement, pour pouvoir avoir des actifs, dire il faut que je puisse travailler et obtenir des structures, de la notoriété aussi, des cartes notoriété, des cartes expertise. Et pour tout ça, je dois m'appuyer sur des personas, on appelle, c'est-à-dire des individus, un réseau, qui peut être par exemple le conjoint.
Le conjoint, soit il va m'apporter une carte active, soit il va me dire, tiens, regarde, je travaille dans une super école de management, je peux te faire un partenariat peut-être, ça peut intéresser, etc. Ouais. Ou alors, il va apporter un client, un futur client, une petite mission, une petite étude, etc. L'objectif de ce jeu, c'est de faire comprendre que, vous avez vu, il y a des cartes de différentes couleurs. En fait, que pour être complète dans son entreprise et qu'elle soit pérenne, il faut au moins une carte de chaque. D'accord. Et que ça se construit petit à petit. Le message, c'est peut-être aussi que, mesdames, vous n'êtes pas seules. Exactement, c'est exactement Marwa, ça. Avec, effectivement, tu es en 3e année, tu as fait quelques stages. Le sentiment, justement, que tu te construis ton réseau et qu'avec ce type de jeu et avec tes cours, tu vas pouvoir te tisser ton réseau pour te construire ton avenir. J'ai l'impression, oui. En tout cas, c'est ce qu'on me donne à l'école de management. Oui, parce que moi, je vois ma femme, je veux dire, elle est entrepreneuse, mais tu as quand même le sentiment... Alors, elle a eu beaucoup de gens sous ses ordres, maintenant, elle a monté sa structure, elle est toute seule. Tu as quand même le sentiment qu'elle veut tout faire. Et c'est vrai que déléguer, c'est une partie qui est quand même pas facile. Je vais lui suggérer ce petit jeu, qui a l'air très sympathique, qui a l'air surtout très efficace. L'info en plus, c'est toujours aussi efficace. C'est avec Mathilde. Et pour cette info en plus, Mathilde, tu nous parles de l'approche dog-friendly. J'ai pris mon plus bel accent. Cette info super. Dog-friendly. Je ne sais pas si c'est des animaux, oui. chien ou chat. Alors moi j'ai un chat, c'est un peu compliqué pour l'amener au bureau, je ne vous le cache pas, c'est un peu plus sauvage. Mais bon, bref. Chihuahua, je ne sais pas si ça compte, mais j'ai ça. C'est très tout petit mais très bruyant. Voilà, c'est vrai. Ah ouais, non, ça va être compliqué pour l'antenne, effectivement. Bon, comme son nom l'indique, vous l'avez compris, c'est le fait d'emmener son chien au travail. Il a été démontré que la présence de chiens sur le lieu de travail présente beaucoup d'avantages. Cette approche est considérée comme un moyen innovant et inclusif de créer un environnement de travail positif et surtout, ça réduit le stress. Alors, que demander de plus? Autre avantage... Je t'ai pas ramené le mien, attends, tu vas voir. Oui, on ne parle pas des chihuahuas, évidemment, ils sont exclus direct. La présence des chiens au bureau favorise la productivité et la fidélisation des employés. D'après une étude datant de 2017, 17% des collaborateurs s'estiment plus productifs et surtout 80% déclarent que la présence d'animaux de compagnie a un impact positif sur leur travail. Et d'après une autre étude, cette fois de Nestlé Purina, elle révèle que 68% des maîtres d'animaux aimeraient emmener leurs chiens au travail, si jamais c'était possible. Ça peut faire l'objet d'une autre certification, ça ou pas, je sens. Et en tout cas, on constate, attention, un vrai boom des bureaux dog-friendly en France. Et oui, figure, alors, pas ici encore. Non, pas encore. Mais apparemment... on va en parler à Jean-Yves. Plus. Oui, c'est ça. Il est toujours open, tu sais. Ah bon, ça marche. Non, mais c'est vrai, c'est peut-être une bonne solution pour l'inclusion. En tout cas, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, c'est pas encore au menu de l'école. Je sais que vous êtes très inventif. Dans l'innovation, vous êtes au top. Mais là, le petit le dossier, effectivement, sur les dogs, pas encore. Le dossier. Les femmes et les hommes ne rencontrent-ils pas au final les mêmes problématiques? On parlait effectivement de la problématique des femmes entrepreneuses, de l'entrepreneuriat, au féminin. Mais au final, hommes et femmes, sur ce dossier, ils ne rencontrent pas les mêmes difficultés quand on souhaite monter son entreprise? Non, pas tout à fait. D'accord. Pas tout à fait. Par exemple, ne serait-ce que au rapport aux banques, l'accès à... Enfin, voilà, le fait d'être particulièrement... de bien se faire voir de son banquier, entre guillemets, c'est plus compliqué quand même pour une femme que pour un homme. Ah ouais. La crédibilité est un petit peu plus compliquée à avoir. Et même, par exemple, la mise de fonds. On sait que, par exemple, une femme met à peu près 3 000 € dans son entreprise. L'homme en met à peu près 10 fois plus. D'accord. Et c'est dû à quoi, ça, on sait? La fameuse love money c'est un peu ça, oui, tout à fait. D'où l'importance des incubateurs spécialisés dans l'entrepreneuriat féminin qui comprennent ces problématiques-là et qui peuvent accompagner les femmes sur ces domaines. C'est précieux. Créé mi-2018, je vois les J'aime les premières, l'incubateur, 100% justement dédié aux femmes. Ça marche comment concrètement un incubateur pour ceux qui ne savent pas? Un incubateur, c'est un endroit où vous apportez votre idée. On vient pitcher son idée, on dit voilà. Oui. Et puis vous êtes après inclus dans une formation. Donc on vous accompagne, vous avez des cours. Alors c'est les jeudis après-midi à l'école. Nos étudiantes viennent à l'école pour apprendre ce que c'est que la gestion, le marketing, etc. Essayer d'englober tout ça, avoir accès à des experts. On apprend à se lancer surtout, Exactement. à ne pas avoir peur. Exactement. Ouais. On a ça dans les gènes, d'après toi, Marwa. Moi, j'ai jamais
entrepris. Je vois ma femme, elle a fait ça toute sa vie. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'elle a en elle. Tu as le sentiment d'avoir ça en toi ou tu te vois plutôt travailler au sein d'une structure? Comment ça se passe, toi? Je me vois acquérir des compétences et de l'expérience au sein d'une structure, mais à long terme, je me vois en fait entreprendre et créer ma propre entreprise. Ouais. Est-ce qu'il y a assez de rôles modèles au féminin? Il y en a aux États-Unis, je sais, mais est-ce qu'il y en a en France? Je voulais aussi rebondir un petit peu sur ce que vous disiez, c'est-à-dire on n'a pas forcément ça dans les gènes, mais quelque part si, c'est-à-dire qu'on voit dans l'entrepreneuriat féminin, dans l'environnement de la femme qui entreprend, souvent une figure forte qui a entrepris, soit le père, soit le beau-père, soit le cousin, et qui va pousser justement, peut-être légitimer quelque part la femme à entreprendre. Alors, est-ce qu'on a des rôles modèles comme ça ? Oui, peut-être, mais en tout cas, toute figure est intéressante pour moi. Parce qu'effectivement, j'ai vu encore le classement de Forbes il n'y a pas longtemps et j'ai vu les femmes d'affaires, les businesswomen, enfin les self-made men, mais je les dis men, mais self-made women, voilà, pardon. Et tu vois les chiffres ahurissants. Et il n'y a pas que les Beyoncé tout dans le monde de la musique, il y a aussi dans le monde vraiment du business pur et dur, économique. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'ici, et en plus quand tu vois les noms, ça te parle, tu vois. Et tu te dis ici, ah ben tiens, je vois pas qui. Alors qu'il y en a forcément. Est-ce qu'il y a aussi un déficit de notoriété qu'il faut pourquoi pas travailler et pourquoi pas promouvoir? Sans doute, hein. On a quand même deux femmes qui dirigent des entreprises du CAC 40. Bien sûr. Que deux, hein. Bah deux. Deux. Bon. T'es obligé de te raccrocher, déjà deux. Bon, que deux. Voilà, on va le prendre dans le sens positif. Mais oui, il y a beaucoup de choses. Il y a un déficit de ce côté-là aussi, effectivement. Est-ce qu'il faut rester positif? Est-ce qu'il faut garder espoir sur la question des salaires? Parce que ça a été évoqué tout à l'heure, mais c'est encore catastrophe. Entre vous et moi. C'est un peu compliqué. Après, en complément de ce que vous disiez, il y a maintenant obligation de publier un baromètre justement sur l'égalité femmes-hommes, etc., dont les moyennes de salaire. Alors, on s'est dit, ça va être l'outil génial pour pouvoir piloter. Et en fait, ce dont on s'aperçoit, c'est qu'on ne voit que la note finale, en fait, qui est la moyenne. Pas vraiment le détail qu'il y a dans toutes ces études-là. Qui pourrait vraiment faire levier, j'imagine. Oui, voilà. Si on avait les détails. C'est un premier pas, mais voilà, c'est pas encore suffisant, en tout cas pour nous. Bon, merci infiniment d'être passé nous voir. Vous revenez nous voir dans 2 ans. On vous retrouve où? À quel poste? C'est quoi le plan dans 2 ans? Moi, j'espère intégrer un cabinet de ressources humaines ou de recrutement. Oh, une RH. Bah tiens, on en cherche une il n'y a pas longtemps. On a fait une émission la semaine dernière sur les RH, c'est parfait. Le magnifique domaine des RH. Marwa Kadrik, étudiante à Grenoble, école de management. J'aime, 3e année du programme Grande École. Et Sophie Buer-Chemin qui est venue avec son magnifique jeu. Je vais essayer de le piquer. C'est pas gagné. Professeur associé en management de projet. Il y a aussi une très belle BD dont on n'en a pas parlé effectivement. Un petit mot, rapidement, vous voulez? Rapidement, c'est une BD qui est inspirée d'un fait réel et qui nous permet justement de comprendre les mécanismes de discrimination, là, en l'occurrence c'est du sexisme, mais ça pourrait s'appliquer à plein de discriminations différentes. On peut la retrouver sur le site internet de l'école ou comment on peut la retrouver la BD si on... Vous venez faire notre formation. Ah, mais moi oui, moi avec plaisir. Vous ne savez pas, je suis déjà là. Merci infiniment à toutes les deux. Merci Mathilde, beaucoup. on se retrouve demain, une nouvelle émission, School TV Le Mag. Ciao.